Donc bonjour à tous. Hop là. Je suis Alain Brettler, docteur en pharmacie et vice-président de l'UMD, la branche de formation de la SFSD. J'ai le plaisir d'animer cette session de télésanté Comment se lancer. Et si évidemment, avec le Covid, les choses se sont quelque peu accélérées, la majorité des professionnels de santé ne savaient pas ou ne savent d'ailleurs toujours pas comment faire pour démarrer dans la télémédecine, avec quel outil, quel encadrement juridique, de manière dérogatoire pendant le Covid ou de manière plus pérenne, quelle adhésion des autres professionnels correspondants du parcours du patient et quelle adhésion des patients eux-mêmes. Alors à l'UMD, nous mettons à disposition des professionnels de santé un outil d'aide au choix de l'outil de téléconsultation en fonction de l'usage que vous voulez en faire. Mais avant tout, ce qui compte, ce sont les expériences humaines et le vécu des professionnels. Donc, pour essayer de répondre, ou du moins de vous donner des pistes, j'ai fait appel à 3 intervenants ayant un parcours différent et donc des expériences différentes. Un 4e intervenant était prévu, devait être avec nous et finalement n'a pas pu venir. Son expérience aurait été intéressante parce que, alors il s'agit d'un professionnel de santé, en l'occurrence un sage-femme qui s'est lancé dans la téléconsultation. Et on a vu hier la vaste panoplie des actes possibles pour cette profession. Et il s'est lancé donc dans la télésanté en général parce que son épouse, sage-femme comme lui, a été contaminée par le Covid dans son exercice professionnel et s'est retrouvée en réanimation. Donc le mari, devant gérer les enfants, le cabinet, et ne voulant pas prendre de risques supplémentaires, ni pour sa famille, ni pour sa patientèle, s'est lancé dans la téléconsultation, la télésurveillance, le télésoin, etc. Voilà, c'est une manière originale de se lancer. C'est pas forcément du coup par la volonté, mais en tout cas, c'est une manière de faire. Alors pour avoir les différentes expériences, aujourd'hui, on va avoir tout d'abord Jean-Pierre Grangier, qui est cadre de dialyse péritonéale. Il est infirmier de formation et responsable du centre de formation et de télémédecine chez Calidial. Alors Jean-Pierre, dans ton activité, qui a été l'une des premières spécialités à pratiquer la télémédecine, ça fait plusieurs années, est-ce qu'il y a un avant et un après Covid, ou du moins après la première vague, et peut-être même un pendant Covid qui est encore différent de l'avant et de l'après? Je te laisse nous expliquer comment se lancer en télésanté et ce que l'on peut faire ou pas. À toi la parole. Merci Alain. Bonjour à vous tous. Donc, je suis aussi responsable des innovations chez Calidial. Et donc, l'idée de mon intervention, c'était de vous faire partager un peu ces téléconsultations et les différentes phases qu'on a rencontrées chez Calidial. Et notamment aussi l'impact Covid. Alors, Calidial, en 2 mots, c'est un établissement de dialyse, avant tout. Mais surtout un centre de santé des maladies rénales avec plus de 2000 patients suivis, présente à peu près 4000 consultations annuelles. Et c'est vrai que quand est arrivé cette phase Covid, il a fallu continuer à s'organiser autour de la téléconsultation. Donc moi, j'ai identifié 4 phases, qui est la première phase, l'avant-Covid, l'avant 16 mars. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans cette première vague Covid, qui est le premier état d'urgence sanitaire, et je l'ai fait arrêter au 10 juillet, puisque à ce moment-là, les choses ont changé au point de vue réglementaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2 vagues, parce qu'on n'est pas resté sans rien faire, et je pense que c'est peut-être la phase la plus intéressante à décrire. Et enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne sais pas pourquoi elle est passée. Bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe là dans notre deuxième vague Covid? Et vous verrez que c'est relativement encourageant et que le décryptage... Le décryptage des processus est très important si on veut passer, comme je le dis très souvent, de ça fonctionne à ça marche, parce que à chaque fois on décrit les outils de télémédecine comme on vous dit oui, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Mais pour passer à l'étape de ça marche, souvent c'est compliqué.
Alors, avant le 16 mars, on avait un cadre réglementaire qui était bien défini, qui définissait ce qu'était la téléconsultation, et notamment avec l'obligation d'avoir un flux vidéo et des outils très sécurisés. Dans cette phase, avant le 16 mars, on avait des outils fonctionnels, et chez Calidial, on était dans cette période de test, de POC, donc on regardait, on décrivait les processus, on les écrivait, mais une difficulté de généralisation dans l'usage, qui est réservée qu'à une partie, au final, des médecins de Calidial. Et puis des processus en cours de rédaction et de recettage. Parce que aujourd'hui, moi, depuis que cette télémédecine et la télémédecine ou la télésanté à tous ces étages, quelque part, on arrive, on nous propose des processus, et ces process, il faut les recetter, parce que finalement, on s'aperçoit, on ne peut rien imposer si on ne donne pas du sens aux gens. Et je crois que la première des réflexions à avoir, c'est quel sens on donne à notre projet. Donc, en 2 mots, la téléconsultation chez Calidial, ça fonctionnait, mais les usages ne sont pas développés. Donc, est arrivé l'état d'urgence du 16 mars, et là, branle-bas de combat. C'est la slide 4, je pense. Donc voilà, donc la deuxième phase, donc entre le 16 mars et le 10 juillet, il y a eu une évidence, hein, c'était il faut faire des téléconsultations. L'une des choses qui nous a c'est une réglementation qui ouvre le champ des possibles, puisque à ce moment-là, il a été possible de faire des téléconsultations par téléphone, par FaceTime, alors là, à ce moment-là, il y a quand même des médecins qui se sont dit on va quand même capitaliser et construire sur ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et on voit qu'on a eu 3 médecins qui se sont lancés en parallèle avec une volonté forte de faire des téléconsultations dans le cadre réglementaire. On a un médecin qui est arrivé à faire 7 téléconsultations en visio complète. On a eu un qui en a fait 9 et un troisième qui en a fait 9 aussi. Quand on voit par rapport à la proportion de contacts téléphoniques, donc de téléconsultations téléphoniques, on voit que finalement, la téléconsultation dans le cadre réglementaire avant 16 mars, finalement, elle représente une faible proportion. Ça nous a posé beaucoup de questions, et on a essayé de travailler le processus, et on a eu des facilitatrices qui sont les infirmières. Donc, les infirmières, et notamment les infirmières parcours, puisque là, on est dans le cadre d'une maladie rénale chronique non dialysée dans le parcours amont. Ces infirmières, elles ont fait les tests. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus difficile pour un professionnel de santé que de se retrouver en échec vis-à-vis de son patient, et donc de déclencher lui-même la téléconsultation. Et finalement, on s'est dit on va mettre une tierce personne, qui est l'infirmière parcours, qui va contacter le patient, qui va faire les tests de connexion, et ensuite, en fonction de ces tests de connexion, on pourra aller plus loin. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a évalué la faisabilité médicale des consultations, parce que très rapidement, les médecins nous ont dit « Attendez, c'est bien beau, mais il y a certains patients pour lesquels, moi, j'ai besoin de voir le patient, parce qu'il faut le garder en présentiel, c'est un patient qui est compliqué, et dans ce cas-là, j'ai besoin de voir Là, il est repassé. Pas grave, je suis à la slide suivante, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, donc ça a été la deuxième phase. Et puis ensuite, il y a eu toute la troisième phase, et qui est pour moi certainement la plus intéressante, qu'on a dit, finalement, on va capitaliser sur ce travail et sur ce processus.
Donc, avec Anna qui est présente dans la salle, on a modélisé le processus des téléconsultations en définissant le rôle de chacun. L'infirmière de consultation. Il y a aussi, et ça Anna a dû vous l'expliquer hier dans son intervention aussi, comment, c'est quelque chose aussi qu'on travaille avec Agnès Caille-Baudouin, notre médecin directeur, c'est de dire finalement comment un médecin va pouvoir accepter et que le patient puisse accepter cette téléconsultation. Donc, on a mis en place aussi des questionnaires où, dans un premier temps, la secrétaire, puis après l'infirmière de parcours va interroger le patient et suivant les réponses du patient, on va garder ou pas la téléconsultation et on va éventuellement la basculer en présentiel. En plus aussi des tests dont on a parlé tout à l'heure. On a fait aussi beaucoup de sensibilisation de recrutement en créant une petite affichette que vous voyez, que finalement, il faut que ces téléconsultations, elles soient aussi à la demande des patients ou des aidants et de bien comprendre. Et puis finalement, on voit que le nombre, on a mis aussi en place des indicateurs parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Si on n'arrive pas à montrer aux professionnels de santé, et notamment aux médecins, que le fruit de leur travail, voilà. Donc les indicateurs sont des choses importantes et on voit que finalement, on monte progressivement au niveau du nombre des téléconsultations. Là, je ne vois plus trop le chiffre, on doit être aux alentours d'une vingtaine. Je regardais là juste avant de me connecter au congrès, et sur ce mois-là, juste de novembre, on doit être aux alentours de 80 téléconsultations. Mais moi, je parle de téléconsultations dans le cadre réglementaire, puisque on a continué et on continue dans cette deuxième phase Covid à faire de la téléconsultation téléphonique parce que on continue à faire ces téléconsultations téléphoniques parce qu'on a... Je voudrais rafraîchir, non, c'est bon. Donc, on continue ces téléconsultations téléphoniques parce que finalement, on se rend compte aussi que de tous les aléas techniques. On voit ici dans ce congrès les problématiques de son, les problématiques d'image, les problématiques d'obsolescence des outils, des navigateurs, des supports. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées. Et puis, c'est arrivé notre la quatrième phase, qui est la deuxième phase Covid, qui est la concrétisation de notre travail en amont. Hein. Et donc, je vous conseille d'aller voir aussi ou de revoir la présentation que vous avez fait à Anna hier. Dès le 29 octobre, donc l'équipe de Calidial était opérationnelle sur cette fameuse téléconsultation portée par un médecin. Toute l'équipe médicale réalise aujourd'hui des téléconsultations dans le cadre réglementaire, en visio, et avec des outils sécurisés. Et donc, on peut dire aujourd'hui que les téléconsultations fonctionnent et marchent, et elles sont entrées dans les usages. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer, et on va continuer. Je pense aussi quand même cependant que pour arriver à ce résultat, les aspects éthiques, ça c'est important, sont à prendre en compte. Et voilà, je vous conseille d'aller revoir la table ronde qui a été animée par Nina avec Anna Filancia sur ces aspects éthiques, parce que tout n'est pas aussi simple, la place des uns et des autres. Voilà, si vous avez... comment tu veux faire, Alain? Tu veux qu'on prenne les questions tout de suite? Oh non, je pense qu'on va les prendre à la fin, ça sera mieux, comme ça dépendra du temps que l'on a. Merci beaucoup Jean-Pierre, de toute façon on reviendra effectivement avec des questions. J'ai beaucoup aimé dans ton introduction la différence entre ça fonctionne et ça marche. C'est quelque chose, il me semble, à retenir. Alors après, on a donc Jean-Marc Lisemonde qui est directeur du centre hospitalier de Gisors. Il est titulaire notamment d'un DU des sciences de la qualité des établissements de santé et directeur hors classe de la fonction publique hospitalière.
Jean-Marc, vous allez nous parler des téléconsultations en circuit court mises en place aux urgences de Gisors en janvier, c'est-à-dire finalement juste avant le Covid. Mais je crois savoir que vous parlez en fait d'une réouverture de cette activité parce que les premières tentatives n'avaient pas été totalement un succès. Est-ce que le contexte particulier de cette année a fait changer les choses, a fait évoluer ? Bonsoir à tous. En fait, on a mené une expérience sur un petit peu plus de 3 mois au centre hospitalier Gisors et l'idée ce soir, c'était de faire un point sur ces téléconsultations en circuit court et de raconter un petit peu l'histoire de cette expérience. Donc, dans cette histoire, il y a quelques éléments de contexte à présenter. Et donc, il faut savoir que le centre hospitalier Gisors dispose d'un petit service d'urgence qui voit passer chaque jour 40 à 50 personnes, d'un SMUR qui réalise en moyenne 2 à 3 sorties par jour. Les temps d'attente, comme partout, sont relativement longs. Et on sait aussi dans l'environnement de Gisors qu'à proximité, à quelques kilomètres de là, se réalisent des consultations non programmées dans un hôpital local qui reçoit annuellement un petit peu plus de 12 000 passages par an. Donc, pour le directeur d'hôpital que je suis, c'est un petit peu curieux. Et on a voulu de longue date récupérer un petit peu ces consultations non programmées qui me semblent ectopiques et mal situées. Donc il faut savoir aussi que les prises en charge aux urgences de Gisors sont réalisées quotidiennement par 2 médecins urgentistes qui travaillent en 24 heures, rien de très novateur. L'un des deux a une activité dédiée au SMUR et il peut être amené à quitter le service et à laisser son collègue gérer des urgences seul pendant plusieurs heures. Pour développer l'attractivité du service, alors ça peut paraître curieux de vouloir développer une activité de service d'urgence quand tout le monde cherche à renvoyer des urgences ou à lutter contre la bobologie. Les urgences représentent une source d'activité importante pour les établissements de santé et on a besoin à Gisors de développer cette activité. Donc, on voulait récupérer des consultations non programmées qui étaient effectuées à proximité, répondre aussi à ce qu'on peut appeler la bobologie, qui ne manque pas de s'adresser à ce type de service, et diminuer les temps d'attente. Donc, on a proposé et mis en place, à partir de septembre 2017, pendant quelques mois, une consultation non programmée de généralistes donc, qui se faisait aux urgences. Le médecin était présent en semaine, 5 jours sur 7, en journée, et il a rapidement trouvé son public grâce à un tri qui est effectué par l'IAO et on a vu qu'il pratiquait en moyenne 25 consultations par jour. C'était de cet ordre-là. Pour maintes raisons qui sont liées à la gestion des ressources humaines, on n'a pas réussi à stabiliser cette offre de service et faute de candidats, cette troisième ligne de prise en charge a pris fin. Le besoin subsistait. Il faut aussi savoir qu'au niveau de Gisors, il y a un historique au niveau des téléconsultations. Et en marge de l'activité d'urgence, existe un service d'imagerie qui fonctionne de façon parfaitement fluide en journée avec des radiologues en statut libéral. Se posait le problème de la permanence des soins qui a trouvé une solution totalement efficiente au travers des prestations qui sont dévolues à la CGTR depuis 2016. Chaque année, on fait un bilan du service rendu et on enregistre une satisfaction qui conduit à la reconduction naturelle et logique d'une prestation qui est toujours en plein essor. Au premier semestre 2019, à l'issue d'un de ces bilans, on a évoqué plusieurs axes et réflexions qui visaient au développement de l'activité pour lesquelles l'établissement souffre du manque de compétences et de disponibilité de temps médical. La notion de désert médical est d'actualité à Gisors. C'est dans ce sens qu'ont été évoqués aussi le développement de consultations d'ophtalmo, de cardio, de pneumo, notamment au travers de la lecture d'examens qui seraient réalisés au décours d'épreuves fonctionnelles par des techniciens qui sont formés dans chaque spécialité. Donc on a fait une première synthèse des échanges et on la retrouve datée du mois de juillet 2019. C'est Madame le docteur Moreau qui avait fait ça et à laquelle, dans cette synthèse,
on tire les premières bases de la remise en place d'une consultation en circuit court aux urgences via la téléconsultation. Donc, sur la genèse du projet, il y a cet aspect contractuel qui me paraît important de souligner. Et on a bien pris soin d'informer tous les acteurs du territoire et même solliciter leur participation à ce projet. Les médecins généralistes de Gisors ont été contactés pour les informer et pour savoir si les téléconsultations pourraient les intéresser. Évidemment, étant déjà débordés avec leur patientèle, ils ne pouvaient pas, mais étaient heureux que ce modèle se mette en place dans notre établissement. C'est délibérément que j'ai souhaité m'affranchir de la notion de territorialité des intervenants, bien qu'elle semble chère aux instances. En effet, rechercher les ressources dans un désert médical, ça ressemble un peu, si vous me permettez l'image, à la quête d'un puits dans le désert. Alors que les moyens de liaison informatique permettent aujourd'hui de disposer de ressources disponibles sur l'ensemble du territoire. L'expérience acquise de longue date en imagerie montre que la mise en relation avec des personnes parfaitement formées et disponibles est plus un challenge d'organisation que lié à des contraintes techniques. On notera aussi que le projet mis en place a été une parfaite illustration d'un partenariat solidaire et inédit entre établissements publics et privés. En effet, les médecins qui téléconsultaient étaient des médecins urgentistes qui exerçaient depuis une clinique de Lyon. De fait, la territorialité ne s'applique pas compte tenu du contrat d'exercice en établissement. Je suis heureux d'avoir pu mettre en place 14 contrats d'exercice de la télémédecine appliqués à la téléconsultation d'urgence avec ces médecins urgentistes lyonnais. Les modalités pratiques de contractualisation s'avèrent extrêmement simples et efficaces au travers des fonctionnalités de l'application DocuSign. Au niveau du contexte matériel, les conditions matérielles de la téléconsultation ont été extrêmement simples à mettre en œuvre. Le cahier des charges du matériel de téléconsultation comporte un ordinateur, 2 écrans, une webcam, des enceintes, une pieuvre micro, une imprimante avec un scanner, un clavier, une souris et quelques câbles. Le choix qui a été fait de dédier un bloc d'urgence à cette téléconsultation était le plus simple. Aucune modification architecturale n'a été entreprise. Les débits minimaux montants et descendants sont d'1 mégabit par seconde. Pour la communication autour du projet, elle a été aussi relativement simple. Le président de la CME ainsi que le chef de service des urgences sont favorables au projet dans le sens où celui-ci tend à améliorer l'image et l'attractivité de l'établissement. On note, pour être totalement transparent, qu'une faible partie des intervenants médicaux aux urgences ne joueront pas le jeu de cette expérimentation. C'est certainement ce qu'on appelle la résistance au changement. Les principaux arguments employés en termes de communication ont porté sur la qualité du service rendu de cette téléconsultation au sein d'un service d'urgence au travers des caractéristiques suivantes. D'une part, l'inclusion dans le dispositif après évaluation par l'IOA. D'autre part, l'accompagnement pendant la téléconsultation par un appariteur paramédical qui est formé à l'utilisation des outils de téléconsultation. Aussi, la possibilité d'obtention d'examens complémentaires relevant de l'imagerie, de l'ECG, voire d'examens de biologie médicale du fait de la proximité du plateau technique qui est inclus dans l'établissement. La possibilité aussi, à tout moment, de réinclusion dans le circuit de prise en charge en présentiel au niveau des urgences. Enfin, la facilité d'inclusion au besoin dans le circuit de consultation spécialisée dispensé à proximité. Au niveau du lancement, on a eu une phase expérimentale officiellement de 3 mois. Mais le lancement sur une phase expérimentale de 3 mois s'est finalement déroulé avec les contraintes Covid entre précisément le 13 janvier et le 2 juin, mais réellement sur 2 mois. 74 patients ont été pris en charge, 15 ont été réorientés et le niveau de satisfaction générale était tout à fait satisfaisant. On en tire quelques premiers enseignements. La phase d'expérimentation relativement courte a été altérée de façon majeure par l'arrivée du Covid et aussi
par l'absence de mise à disposition de l'ensemble des outils de téléconsultation initialement prévus. Ce dernier obstacle serait aujourd'hui aisément dépassé avec une ouverture sur la visualisation d'images. Il serait également possible de donner des avis relevant de la traumatologie. Il s'avère évidemment que le niveau de recours du seul service des urgences à Gisors à un opérateur distant de téléconsultation n'est pas suffisant pour assurer la viabilité de la prestation. Compte tenu du niveau de satisfaction des usagers et des partenaires de la solution, des suites sont à proposer. On pourrait identifier d'autres services d'urgence ou de téléconsultation non programmés susceptibles d'être intéressés par ce modèle. Le savoir-faire de CGTR dans le domaine de l'intégration en imagerie devrait permettre la reproduction du modèle à l'échelle nationale. Un autre axe envisagé consiste à mettre en place des éléments de téléconsultation animés par des infirmières libérales dans des communes qui hébergent déjà des cabinets infirmiers. C'est dans ce sens que j'avais démarché la commune de Menneville au mois de novembre 2019. Il y a un cabinet d'infirmières libérales de cette petite commune distante d'une dizaine de kilomètres se disait être intéressé par cette solution qui permettrait d'ouvrir des consultations de médecine généraliste au profit de la patientèle locale très démunie sur le plan de l'accessibilité aux médecins traitants. Dans tous les cas, et dès que possible, je réétudierai avec attention la possibilité de recourir à ce nouveau type d'organisation qui me paraît fluide, performant et parfaitement sécure. Je profite de l'occasion qui m'est donnée d'exprimer tous mes remerciements pour la qualité des services proposés par les équipes de CTM-CGTR qui sont toujours présentes et à l'écoute pour résoudre les problèmes qui ne manquent jamais de se poser. Je les remercie. Merci pour votre attention. Merci Jean-Marc. Et donc, alors, le troisième intervenant, avant que nous prenions les questions, c'est Corentin Lacroix, qui est médecin généraliste, vice-président d'associations telles que Kit Médical, Kit Grossesse ou encore Kit Santé. Il est connu en tant que blogueur ou youtubeur sous le nom de YDoc. Et alors Corentin, avec kitisanté.fr, vous aidez les médecins à franchir le cap de la télémédecine, essentiellement sur la téléconsultation et la téléexpertise. Expliquez-nous comment. Mais avec plaisir. Je vais mettre devant parce qu'en fait je vois plus de monde comme ça. Sympa. Alors, donc moi effectivement je suis médecin généraliste au sud de Nantes. D'ailleurs, je travaille pas loin de Philippe Delorme qui a présenté ce matin. Et je bosse à mi-temps parce que le reste du temps, je fais des choses donc, sur Internet, comme de la vulgarisation avec YDoc. Et on a une asso donc, de 5 médecins autour de Nantes qui s'appelle Kit Médical. On a fait pas mal de sites, donc Kit Médical, Kit Grossesse, Docteur et Kit Santé dont je vais vous parler. Je vous mets les liens vers les autres... si vous voulez voir plus tard. Donc, Kit Santé, c'est un projet qui a débuté il y a un peu plus d'un an, là où le Covid n'existait pas encore dans nos têtes. Et c'était pour aider les médecins, même tous les professionnels de santé, à se lancer dans la télémédecine, la téléconsultation, téléexpertise. À l'époque, c'était encore très marginal. Et donc, on a été soutenu par les CPM des Pays de la Loire et l'URML des Pays de la Loire pour faire à ce site que je vais vous présenter, un site qui est gratuit. On a eu carte blanche vraiment pour le faire. Et l'idée, donc, c'était vraiment de répondre aux questions de qu'est-ce que c'est la télésanté, télémédecine, pardon, et puis essayer de réduire un peu les freins pour que les gens puissent se lancer. Donc, on a fait une interface très simple. Donc, comme on a fait déjà quelques sites avant, on avait un peu de bagage. Puis, on s'est fait aider de quelques pros quand même. Donc, téléconsultation, téléexpertise. Je vais surtout vous parler de la partie téléconsultation. On retrouve à peu près les mêmes parties niveau côté téléexpertise. Hop. Donc, on a plusieurs petites parties que je vais explorer rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais essayer de vous donner un aperçu global et assez dynamique. Au niveau des généralités, on a voulu rappeler les définitions
de qu'est-ce que c'est en fait une téléconsultation. Les définitions donc un peu plus simples, en remettant des liens vers les textes officiels. Et puis, tout au long de cette présentation, ça renvoie vers les différentes parties du site ensuite. Tac, donc ça, c'est un peu la présentation. On dit pourquoi on a fait, les textes officiels, etc. Partie générale, du coup, partie classique dans un site. Les cas d'usage, en fait, on a fait cette partie-là parce qu'à ce moment-là, quand un professionnel de santé voulait faire de la téléconsultation, il ne savait pas trop quoi faire. Dans notre équipe, donc on est 5 médecins, il y en avait 2 qui commençaient à faire de la téléconsultation, d'ailleurs c'était les plus âgés, et les 3 jeunes que nous étions à côté, on était un peu largués, on se disait non mais vraiment, est-ce que tu penses qu'on peut faire un certificat enfant malade par exemple, en téléconsultation, etc. Donc on a essayé de faire plusieurs familles de cas d'usage. On a pas mal réfléchi, on a pas mal débattu en interne pour savoir qu'est-ce qui était entre guillemets acceptable par tout le monde. Et à chaque fois, par exemple, donc, la cystite, on met quelques infos sur voilà, ce cas d'usage et comment on peut faire. Alors, avec la crise Covid, du coup, ça s'est un peu généralisé, donc c'est un peu moins d'actualité, mais on voit encore pas mal de pros qui sont pas mis, donc ça sera un peu pour rassurer, pour dire, ben voilà, il y a des choses que vous pouvez essayer de faire pour commencer et puis voir comment ça se passe. Partie de cas d'usage, donner un peu envie. L'équipement requis, c'est aussi quelque chose qu'on avait remarqué. Les gens ne savaient pas trop de quoi ils avaient besoin. Et finalement, on a besoin de pas grand-chose. On a besoin d'une webcam et d'un smartphone au minimum. Du matériel informatique. On a aussi créé un bouton, ça j'adore. C'est tester mon débit. Ça, je m'en sers aussi chez moi pour savoir où est-ce que j'en suis. Donc je ne peux pas me connecter, tant pis. Mais en gros, ça vous donne votre débit entrant et sortant pour savoir c'est quoi votre connexion Internet. Ça me permet d'embêter SFR après pour leur dire que c'est pas top leur service. Ça, c'est autre chose. Et on a parlé aussi forcément du matériel médical connecté. Tout ce qu'on peut utiliser, donc les glucomètres, les tensiomètres, les balances, etc. Tout ce qui peut exister, avec des petites fiches à chaque fois, la balance connectée, le principe de fonctionnement. Donc à chaque fois, il y a plus d'informations si on veut. Et puis il y a des petites infos sur le coût à l'achat, les cotations qu'on peut faire, etc. Tac. Au niveau facturation, ça c'est un gros point aussi. C'était voilà, comment je cote, ça a l'air compliqué, est-ce que je peux faire du tiers payant, est-ce que je peux faire du mode dégradé, c'est quoi les cotations que je peux utiliser en téléconsultation, selon les logiciels, comment ça se passe. Donc on a essayé de répondre à toutes ces questions. On a même parlé dans la partie tiers payant, comment, alors là on fait des jolis tableaux, comment, donc plein de petites questions à chaque fois en accordéon. Comment on peut faire des tiers payants complets. Donc voilà, c'est assez technique, mais quand on cherche des informations, c'est assez difficile à trouver sur d'autres sites. Donc on a essayé de résumer ça. On a un pro de la cotation qui a fait d'ailleurs le site Omniprat. Omniprat, ça c'est pour les cotations, c'était fait avec la CNAM, entre autres. Donc voilà, comment faire tout ça. Ça s'applique aussi aux consultations entre guillemets physiques. Si on fait des cotations AMO, comme par exemple, cotation, pardon, tiers payant complet AMO, AMC, comme par exemple ce que font parfois les kinés. Voilà, quand on ne connaît pas, c'est horrible. Et avec ça, on a essayé de répondre à pas mal de questions. Je ne le développe pas parce que c'est assez dur de vulgariser ça ce soir. Toc. Et enfin, alors avant-dernière section, on a fait une partie On a fait une partie questions fréquentes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de questions qui revenaient souvent, notamment qu'on a parlé avec nos confrères, nos consoeurs. Et donc, voilà, ça répond à toutes les questions. Est-ce que je peux faire un arrêt de travail en téléconsultation avec les régimes spéciaux? Comment je transmets des documents? Ça renvoie parfois à d'autres sections du site et puis ça renvoie parfois à d'autres sites aussi, au site de la CNAM notamment. Tac, donc forcément à chaque fois, ça se déroule. On essaie de faire ça joli et pas trop long. Tac. Et enfin, le truc dont on est assez fier, c'est qu'on a réussi à faire un comparateur de services. Parce que quand on arrivait en période de mars, premier confinement, je vais me mettre à la téléconsultation, bah oui, qu'est-ce que je prends? Et donc, on en a recensé 29. On leur a tous envoyé une fiche en disant, ben voilà, on bosse avec la CPM et l'URM des Pays de la Loire, on fait un comparateur de services, on a besoin de vos infos, et puis on va faire ça.
Donc on peut cliquer, tac tac, je suis médecin généraliste, je vais faire de la visioconférence uniquement. Hop, ça c'est les trucs très très basiques qui sont validés par la CNAM, hein. On peut faire des consultations en Skype. Par contre, si on veut faire du paiement en ligne, c'est pas possible. Donc on peut faire. Alors juste, mes docteurs, c'est des gens qui n'ont pas répondu, c'est des éditeurs qui n'ont pas répondu, qu'on les a mis à la fin. Donc, si on veut faire un paiement en ligne avec un lien d'invitation sans rendez-vous, par exemple, on se retrouve, par exemple, avec 8 services possibles. Et puis, on veut qu'il soit compatible PC, tac, tac, tac. On veut qu'il soit, je ne sais pas, moi, sans abonnement. Hop, on n'a plus que 2. Et comme ça nous permet de choisir vraiment l'outil qui nous convient et on sait à peu près à quoi on s'engage. Et après, alors ça, c'est le truc de chez moi. C'est les restes de chez moi qui est développé. Ça, c'est pas mal. Quand on clique dessus, on a plus d'informations. Et parfois, on a même des liens pour tester les outils. Donc voilà, on s'est dit qu'avec ça, les gens qui voudraient se lancer dans la télémédecine auraient les outils, auraient de quoi y aller sans trop avoir peur. Pardon, je suis un peu vite. On a fait pareil côté télé-expertise, mais je ne vous le redéveloppe pas. C'est à peu près le même schéma du site. Donc on a lancé le site. Alors c'est un projet donc, qui a commencé il y a un peu plus d'1 an. Forcément, il était accéléré par la crise Covid. On devait le sortir à la rentrée. Finalement, on l'a sorti fin mai. Et on a eu 5000 utilisateurs à peu près, avec un premier pic à sa sortie, normal. Et puis un deuxième pic lors du deuxième confinement, là en octobre-novembre, avec des retours qui sont très agréables. Nous, on n'a aucun bénéfice financier sur notre utilisation. En fait, c'est le plaisir de l'avoir fait. On a été rémunéré pour notre temps de travail par l'URNL, mais maintenant, voilà, qu'il soit utilisé par 2 millions de personnes ou 200, ça ne change rien sur notre compte bancaire. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur notre Kiti Santé, qu'on aime beaucoup. Parfait, merci Corentin. Donc, on va voir s'il y a des questions dans la salle. J'en ai déjà noté une que je vais poser à Jean-Pierre dans quelques minutes, puisqu'elle le concerne plus. Tout d'abord, je voudrais vous poser une question à tous, parce qu'en vous entendant, on s'aperçoit que finalement, la réglementation, quelquefois, faut peut-être aller plus loin, c'est-à-dire que dans les conditions sanitaires liées au Covid, est-ce qu'il faut s'appuyer uniquement sur ce que permet la réglementation, ou peut-on en quelque sorte devancer celle-ci? L'Ordre des sages-femmes, dans sa communication hier, expliquait qu'elle a laissé la profession se lancer dans la télésanté sans mail sécurisé, par simple appel téléphonique, par exemple, et sans le réprimander à leurs adhérents. Et donc, pour passer le cap de la première vague, est-ce que vous pensez, parce que je vois Jean-Marc, vous n'avez pas respecté la territorialité, Corentin, vous êtes peut-être allé un peu plus loin que ce que la loi, dans sa grande sagesse, propose, mais est-ce que vous pensez qu'il faut aller un peu plus loin, faire avancer les choses? Prendre la parole, c'est difficile, Alain, ce que tu dis, d'aller plus loin que la loi. C'est compliqué. Ne pas utiliser aujourd'hui de messagerie sécurisée. On sait que ça se fait, on sait que ça se fait, mais faut-il l'encourager, faut-il le mettre dans un process et l'écrire dans un process? Que je ne suis pas certain. Par contre, il faut en avoir conscience et plutôt travailler sur comment on fait pour que les gens, que ça soit un point de départ, bien l'entendre, mais après, il faut qu'il y ait un réel travail qui soit fait pour pouvoir... pour aller vers une mise en conformité. Voilà, tout professionnel de santé aujourd'hui doit avoir une messagerie sécurisée. Le gros problème sur la messagerie sécurisée, c'est comment je communique avec le patient de manière sécurisée. Ça c'est plus un problème. En professionnel de santé, je pense qu'on a des outils, on a des solutions. Contre, et ça c'est vrai, et ça nous arrive de le faire de moins en moins, mais c'est comment je communique la dernière ordonnance de moi à mon patient. Ça c'est compliqué, et ça c'est vrai que on tous grillés au moins une fois, on a tous fait des excès de vitesse,
L'idée, c'est d'en faire de moins en moins pour arriver à être responsable. Le problème, c'est s'il se passe, et peut-être que Lina pourra nous éclairer, mais s'il se passe un problème, quelle est notre responsabilité par rapport à ça? Absolument. Il y a une question dans la salle de Thomas qui concerne Corentin. C'est les informations que l'on trouve sur le site de Kitty Santé sont valables pour toute la France, ou bien les informations que l'on trouve sur ce site internet ne concernent qu'un territoire en particulier? C'était fait pour avoir une envergure nationale. Ça a été relu par le sous-directeur régional de la CPM Pays de la Loire, qui est assez au taquet sur la réglementation. Donc, il n'y a pas le label CNAM, mais ouais, c'est valide. Alors, on a eu quelques couacs par rapport aux téléconsultations qui étaient, par exemple, autorisées par téléphone, puis après c'était interdit, puis réautorisé. Donc ça, on n'a pas mis à jour en direct. Mais sinon, tout est valable pour tout le territoire français. Lui, c'est le directeur du centre hospitalier. Très bien, merci. Il y avait donc une question qui était a priori pour Jean-Pierre, puisque c'était juste après son intervention. Pensez-vous modifier le suivi patient en intégrant la téléconsultation comme une des étapes du parcours de soins? Rendez-vous présentiel, rendez-vous de suivi en téléconsultation, etc. Alors, chez Kellyal, je pense que l'idée, c'est pas de faire du systématique. Ce n'est pas de dire on va faire une présentielle, une téléconsultation, une présentielle, une téléconsultation. C'est vraiment d'adapter parce que il faut se rendre compte que ça modifie les pratiques médicales. Et certains médecins, Anna Filancien et Agnès Caillet-Baudouin qui sont dans la salle pourraient en témoigner. C'est que finalement, il y a des patients avec qui sont demandeurs, donc sur lequel il va peut-être que deux consultations consécutives sont possibles, et puis il y en a d'autres pour lesquels leur état de santé ou des événements intercurrents font que le présentiel est obligatoire. Donc il ne faut pas faire des généralités parce que sinon on risque de bloquer les professionnels et notamment les médecins. Donc il faut vraiment qu'il y ait une évaluation en amont de la faisabilité de ces téléconsultations. Et puis la téléconsultation ne s'arrête pas aux médecins. Aujourd'hui, on peut faire des téléconsultations pour les diététiciennes. L'équipe a lancé aujourd'hui, enfin cette semaine, je ne sais plus quand, un premier atelier d'éducation thérapeutique sur le choix d'une technique en visio, en téléconsultation avec un patient à distance, un patient à informer. Donc voilà, le champ des possibles, une fois qu'on maîtrise le processus, quelque part, il est hyper grand. Donc, ça peut être des téléconsultations aussi d'assistance sociale. Voilà. Donc, tout est possible. Mais je ne pense pas enfin, bien sûr qu'on va intégrer l'outil, mais on va l'intégrer au même titre que... voilà, il faut que ça devienne en routine quelque part et que ce soit dans la boîte à outils du professionnel de santé. Je peux faire du présentiel ou de la téléconsultation. D'accord. Et pour tout le monde, comment vous ressentez l'accueil de la patientèle de ces techniques finalement de téléconsultation ou de télésurveillance, enfin toutes ces pratiques faites à distance? Est-ce que les patients le prennent facilement? Faut leur expliquer longtemps? Faut argumenter beaucoup? Alors, sur le désir des patients de vouloir des téléconsultations, le désir au moment du Covid, il était là. Il est là. Les patients, ils n'ont pas trop envie. Ils n'ont pas trop envie de se déplacer. Je vois aussi Delphine Blanchard qui est aussi dans la salle qui dit ça doit rester à la main du patient. Donc voilà, il faut que ça reste fluide tout ça. Alors, la protection de données sur le web.
Alors après, ça dépend aussi de la... Oula, il y a un petit Larsen. Ça dépend aussi du type de patientèle. On a des patients, je pense, plutôt jeunes qui sont... Mais c'est horrible ce Larsen. Bon, alors écoutez-moi à travers les bruits. Ouais, les patients qui sont plutôt jeunes et plutôt connectés, enfin, c'est pas forcément les jeunes qui sont connectés, mais plutôt qui sont plus à l'aise. Et puis, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aussi, via les messageries sécurisées, leur faire parvenir des liens. Moi, comme je dis, je fais pas mal de vidéos de vulgarisation et ça me permet de prolonger les téléconsultations. Par exemple, on revoit l'équilibre de l'asthme et je leur envoie ma vidéo sur l'asthme pour leur dire, ben voilà, on peut leur faire le point sur cela et on en rediscute la prochaine fois physiquement et vous me direz ce que vous avez compris ou non. Donc, pour les patients connectés, c'est un vrai plaisir. Il y a aussi toute la problème technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une frange de la population qui pense avoir accès au numérique, mais qui n'a pas d'accès aux téléconsultations. Aujourd'hui, il y a des patients qui ont des... Je ne sais pas si c'est moi qui leur sonne. Je ne pense pas que ce soit moi. Il y a des patients qui ont un ordinateur. Quand on va les interroger, est-ce que vous avez un ordinateur? Oui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va pouvoir faire la téléconsultation. Il n'a pas forcément de webcam, il n'a pas forcément de micro. On voit toutes les difficultés aujourd'hui de son que l'on peut avoir dans cet amphithéâtre. Et pourtant, normalement, on est tous des gens technophiles et donc aptes à régler des micros, à régler tous ces problèmes de Larsen. Et on se rend compte que finalement, c'est pas aussi simple que ça. Moi, il y a des infirmières qui passent facilement 3 quarts d'heure pour rentrer en première téléconsultation dans un test. D'un premier test de téléconsultation pour s'assurer que ça fonctionne et que ça va marcher le jour J. Voilà. Donc, il y a plein de petits trucs et l'instabilité aujourd'hui aussi des réseaux dans les établissements. Notre informaticien a eu le bon goût de changer un paramétrage du pare-feu et paf, tous les flux vidéo qui passaient bien, le lendemain, ils passent plus. Et avant qu'on comprenne, parce que ça paraît tellement évident, ça marchait hier, ça marche pas aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tout ça. Et finalement, tous ces processus et toute l'implication derrière que ça, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, Jean-Marc, avec vos consultations d'urgence en circuit court, vous devez transmettre des prescriptions. Vous parliez aux biologistes, j'imagine aux pharmaciens aussi. Est-ce que vous avez eu des contacts particuliers avec les biologistes, les officinaux pour aller dans votre sens et d'être pluridisciplinaire? C'est pas tellement à ce niveau-là que je voulais intervenir. C'est surtout sur votre première question sur la notion de dépasser les interdits et la territorialité. Il faut savoir qu'il y a des régions, et notamment celle de Gisors, où on est en plein désert médical. Et la notion de désert médical, il faut bien se rendre compte qu'au-delà d'un 18% de gens qui ne sont pas suivis, 18% sur Gisors, c'est 2500 personnes. 2500 personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Et donc, ces gens-là, quelle est la réponse qu'on leur propose pour accéder simplement à une consultation? Et quand on voit que finalement, au niveau de l'imagerie médicale, on a une excellente réponse 24 heures sur 24, samedi, dimanche et jours fériés compris, pourquoi ne pas essayer d'avoir le même niveau et la même qualité de réponse au niveau des médecins généralistes? Et donc, c'est le service qu'on a voulu rendre, alors qu'on ne trouve pas de médecins au niveau de la Normandie pour répondre à ce service-là. Personnellement, ça ne me chagrine pas. Si on les trouve à Lyon et qu'ils ont une excellente réponse et que le système est sécure, moi, ça me va tout à fait. Et on a eu 0 plainte et un niveau de satisfaction tout à fait étonnant au niveau des consultants qui ont accédé à ce service-là. Donc,
Personnellement, je suis tout à fait favorable à remettre en place ça et on voit qu'on a des évolutions tout à fait positives, y compris au niveau de la réglementation, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sort cette année fait une part à la facturation des téléconsultations au sein des services des urgences. Donc c'est quand même un début de victoire. Voilà. Après, au niveau des liens à établir avec les pharmacies de ville, ils sont d'ores et déjà établis et on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la médecine de ville, oui, c'est plus difficile de travailler avec eux directement, mais je pense que l'aspect surbooking y est pour quelque chose à leur niveau. Oui, certainement. Mais écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet atelier, de cette masterclass, puisqu'on a dépassé de 3 minutes et qu'il y a une table ronde qui arrive dans 2 minutes exactement. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait plein de questions, de commentaires, etc., chaque intervenant pourra évidemment prolonger le dialogue avec les personnes sur le chat. Et je remercie évidemment fortement les intervenants et le public qui est venu nous écouter et cède la scène à la table ronde suivante.